lundi, hier, décision historique de l'Europe, de l'Union européenne. Le texte est enfin voté à l'unanimité, interdit définitif avant 35, en tout cas d'ici 35, des véhicules essence, diesel et hybrides au profit du tout électrique. Voilà, large soutien général. Et puis on vous rappelait, on veut la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc pour ça, voilà. Ah bon, alors comment ça va se passer? Eh bien, on est avec Nicolas Meillan, qui est ingénieur le transport énergie. Alors, Nicolas Meillan, franchement, 35, c'est dans 12 ans. On va pouvoir le faire, et qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça implique? Malheureusement, je crois qu'ils vont essayer de le faire. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Hein. C'est comme Paris, vous savez, normalement, le 1er janvier prochain, il n'y a plus de voitures diesel. J'y crois pas une seconde. Hein. C'est les engagements, surtout quand ils sont à long terme, ils sont pas forcément faits pour être tenus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le plan... Mais concrètement, supposez qu'ils y arrivent. L'Europe continue avec son plan de désindustrialisation. C'est-à-dire que là, elle vient de sacrifier son industrie automobile, parce qu'en gros, la seule chose en Europe, le seul secteur où on était très protectionniste, c'était l'industrie automobile. Pas parce qu'on avait des taxes aux importations, mais parce qu'on a des normes qui nous protègent, notamment des voitures chinoises. C'est pour ça que dans Paris, vous ne voyez pas de voitures chinoises, parce qu'elles ne peuvent pas être homologuées. Les normes sont trop difficiles sur le crash et sur la pollution atmosphérique. Et là, on leur déroule le tapis rouge à la Chine. Donc on va détruire. C'était le seul objet qu'on achetait qui n'était pas encore made in China. Et on avait une industrie automobile florissante. Voilà, donc c'est quand même 12 millions d'emplois en Europe. C'est terrible, c'est 1 million d'emplois en France, quand on prend les emplois de l'industrie et les emplois indirects, parce qu'un emploi industriel, c'est 4 emplois à côté. Et donc, on continue sur ce rythme-là. Vous avez les États-Unis qui sont très agressifs avec leur Inflation Reduction Act, qui ne subventionne que les voitures... Qu'est-ce que c'est que le fameux Inflation Reduction Act? Sous couvert de l'environnement, on va subventionner que les voitures électriques qui sont fabriquées aux États-Unis avec leurs batteries qui sont fabriquées aux États-Unis. Et l'impact de ça, c'est que toutes les usines européennes de batteries, les gigafactories, vous savez, le fameux Airbus de la batterie, là, eh bien, vous avez 70 projets qui sont en risque. Vous avez Tesla qui, au lieu de faire son usine à Berlin, va la faire au Texas. Et donc, cet Airbus de la batterie est en train de se transformer en Boeing de la batterie. Donc on est complètement en Europe béni oui. Les Chinois se protègent, les Américains se protègent, et nous on déroule le tapis rouge aux Chinois. Mais attendez, les voitures du tout électrique vont être fabriquées en Europe quand même, le bien sûr que non. tout électrique. Bien sûr que non. La Chine, si vous voulez, qui ne vend pas une seule voiture essence ou diesel en Europe, pas une seule. Aujourd'hui, l'an dernier, elle était déjà le 2e fabricant de voitures électriques vendues en Europe, devant la France. La France était déjà l'an dernier, parce que toutes les Tesla qu'on achète, Model 3, Model Y, venaient de l'usine de Shanghai. La Dacia Spring, qui est une super voiture vendue par Renault, manque de bol, elle a été délocalisée de la Roumanie en Chine. Et aujourd'hui, c'est la voiture la plus vendue en France. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Et moi, quand j'étais à France Stratégie, ce qu'on a proposé, par exemple, c'est de dire on conditionne les aides à l'achat à l'empreinte carbone de la fabrication de la batterie. Vous savez, en France, on a une électricité décarbonée, même si ça gêne beaucoup les Allemands. Eh bien, on en profite et on arrête. Aujourd'hui, on subventionne la Chine et la Pologne à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros par an, puisque les subventions, vu que la batterie est fabriquée en Chine, elles vont chez eux. Est-ce que les Chinois ont besoin de cet argent? Oui, donc le fameux hub qu'on va créer au nord de la France, ça va être un hub chinois, quoi. Non, en fait. non, ça c'est très bien, mais le problème c'est que cette voiture, par exemple, vous parlez de Electric City, le projet de Renault à Douai, cette voiture R5 est très belle, on va faire revivre la R5 très bien, mais elle va coûter combien? 25 000, 30 000 euros, alors qu'après on aura des voitures à moins de 10 000 euros qui viendront de Chine. Le problème du développement de la voiture électrique aujourd'hui, pourquoi ça représente 20% des ventes de voitures neuves, ce qui est bien, mais les ventes de voitures c'est 7 millions par an, et le budget moyen c'est 3 000 euros pour acheter une voiture d'occasion. Qui va acheter à 25 000 ou mais personne. 30 000 c'est trop cher. Et donc quand la voiture électrique va arriver de Chine et qu'elle coûtera moins de 10 000 euros, un petit peu, si vous voulez, comme les gens achetaient beaucoup de Dacia quand elle est arrivée au début des années 2000, elle venait de Roumanie, elle coûtait rien. Donc les gens avec des moyens plus modestes ont pu s'acheter cette voiture-là. Eh ben, on va avoir les voitures électriques, on va pouvoir Aujourd'hui, les panneaux solaires en Europe, en France, ils viennent tous de Chine. C'est pour ça que ça se développe. Si on les fabriquait en France, on n'en aurait pas autant. Oui, c'est tout à fait... Non, ce qui est terrible dans toute cette histoire, c'est que voilà, comme vous dites, c'est-à-dire, voilà, tout le monde est d'accord, et l'Europe, voilà, elle abandonne, elle brade complètement une industrie automobile qui
qui a fait sa richesse, et on sait très bien que du point de vue du CO2, enfin, parlons-en du CO2, c'est encore une autre question, mais en quoi on décarbone plus comme ça? Mais alors justement, en même temps, vous vous rappelez, on disait le nucléaire, et maintenant, ça y est, après avoir dit Fessenheim terminé, on va arrêter 50% du parc, on ne va plus former d'ingénieurs pour la restauration, pour s'occuper des centrales. Et maintenant, attention, on remet, non pas du fioul, mais on remet justement de l'énergie dans les centrales. Mais la Commission européenne n'est pas d'accord du tout. Vous avez vu que, justement, hier, avant-hier, la chère Ursula von der Leyen a dit pas question que le nucléaire soit subventionné parce que on n'estime pas effectivement voilà, l'énergie nucléaire, je cite exactement ce qui a été dit, n'apparaît pas dans la définition des technologies stratégiques à zéro émission qui bénéficieront d'un soutien particulier. Ça veut dire quoi, ça, Nicolas Meillan? Ça veut dire que l'Union européenne a décidé de 100% de voitures électriques en 2035. Dans son discours de l'Union qu'elle a prononcé l'an dernier, Ursula a dit « Ah tiens, faudra faire attention parce qu'il y a quand même des métaux dans les batteries. Alors on va se faire des stocks stratégiques de métaux. » Bon, c'est bien, mais je pense que la prochaine étape, c'est qu'elle va découvrir que pour charger une voiture électrique, il faut l'électricité. Et pour l'instant, en Europe, si vous voulez, nous, on a publié avec France Stratégie une note début 2021, avant la guerre en Ukraine, avant l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz. On a dit, attention, tous les pays européens ont fermé leurs centrales à gaz, leurs centrales à charbon, leurs centrales nucléaires, sans se concerter, sans se parler. Ça va mal se passer, parce qu'on va plus avoir les marges pour pouvoir produire. Et l'électricité, c'est un bien qui ne se stocke pas. On a besoin d'avoir des marges de manœuvre. On les a toutes supprimées avec le marché européen de l'électricité, et donc ça va très mal se passer. Mais alors, très mal se passer... En quel sens? C'est-à-dire que, à partir du moment où on dit, bon, on ne va pas subventionner, on ne va pas faire de subvention à l'énergie nucléaire, ça veut dire que quoi? On va vers une espèce de manque, on va avoir on ne va pas pouvoir, nos besoins ne seront pas alors suffisants. déjà, si vous voulez, la situation qu'on a vécue l'hiver dernier, on a vécu un peu dans la peur, du délestage, de la coupure de courant, de la tiers-mondisation de notre pays, elle risque de se reproduire assez régulièrement, jusqu'à ce que ces nouveaux réacteurs nucléaires hypothétiques, on parle des 6 EPR, on ne va pas les avoir tout de suite. C'est plutôt 2035 pour ces réacteurs. Si on va avoir l'énergie nucléaire tout de suite, on sait ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir Fessenheim. C'est 2 milliards d'euros, 2 ans. Ça coûtera moins cher que 15 milliards, 15 ans. Donc si on est pragmatique, mais malheureusement Emmanuel Macron ne se déjugera pas là-dessus. Mais la centrale qui fonctionne, elle est à Fessenheim. Il suffit juste de la réouvrir et de la faire marcher. Mais ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que ça va prendre 15 ans. Alors, je vais essayer de donner une bonne nouvelle quand même. Quand on lit entre les lignes, il serait bon. Quand on lit entre les lignes, ce que dit Madame von der Leyen, c'est que la 4e génération, vous savez, le projet Astrid, qui était d'abord Superphénix, fermé par les écolos et Dominique Voynet en 97, puis fermé par Emmanuel Macron, Astrid en 2019, c'est ce qu'elle dit, ça peut être subventionné. Donc tant mieux, on va pouvoir travailler sur respirer un peu. Voilà, et puis aussi, quand on lit entre les lignes, il y a les petits réacteurs qui vont être subventionnés, et ça tombe bien puisque la Pologne a décidé de mettre beaucoup de petits réacteurs chez elle. Mais en fait, en gros, on n'a pas réussi à récupérer les subventions pour nos EPR. Donc nos EPR, on va les payer de notre poche, et il faut qu'on se débrouille, sachant qu'on a 3 milliards d'euros de dette sur la tête, plus les taux d'intérêt qui montent, et donc l'Allemagne qui nous tient. Mais tout ce que vous dites, Nicolas Meillan, ce qu'on voit, c'est que ce soit pour les voitures ou pour le nucléaire, en fait, c'est l'Europe qui décide de tout. Nous, on ne décide plus de rien, soyons clairs. Alors, normalement, si vous voulez, pour les voitures, oui, ça c'est des réglementations qui sont européennes, mais pour l'énergie, c'est des États membres qui décident ce qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. C'est que pas sur l'électricité, ça devrait être un projet commun. C'est comme ça qu'est née l'Europe. L'Europe, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'électricité, ça se stocke pas, mais ça se transporte très bien. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'interconnexions, d'ailleurs qui changent d'une heure à une autre entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Mais il faut se parler, et il faut se mettre d'accord. Bon, on s'assoit autour d'une table, toi tu es en Espagne, qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu as du soleil? Très bien, mettons des panneaux solaires chez toi. Tu es dans la mer du Nord, tu as du vent, mets des éoliennes. Et qui s'occupe d'avoir de l'électricité en base s'il n'y a pas de soleil et pas de vent? Oui, il n'y a personne. C'est ça la question. Aujourd'hui, Mme von der Leyen, elle est gentille, elle nous dit les technologies stratégiques, c'est les panneaux solaires, ce serait bien de les produire chez nous plutôt qu'en Chine, les éoliennes et les électrolyseurs.
Mais qu'est-ce qui se passe quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent? On oublie que ce sont des intermittents. On l'oublie. On oublie qu'en fait, il faut tout doubler. On est obligé de tout doubler, et c'est pour ça qu'en fait, on double. Malheureusement, quand on double tout, on double aussi le prix. Et ça, c'est un problème. C'est extraordinaire. C'est vraiment la phrase de Nietzsche, l'Europe. On ne sait pas où on va, mais on y va. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Nicolas Meillan. On continuera à en parler avec vous, parce que je crois que tout ça n'est pas fini. Et juste une dernière chose. À votre avis, est-ce qu'il y aura encore, on va faire une petite prédiction comme ça, il y aura encore des voitures thermiques après 2035 ? Mais l'interdiction ne concerne que des voitures neuves. Oui, bien sûr. Je rappelle que les voitures neuves, c'est 15% des ventes de voitures. Donc, je vais vous dire et faire une petite prédiction. Non seulement il y en aura encore, mais elles seront plus chères que les voitures neuves, puisque ça deviendra une rareté. Une rareté. Et donc, je vous conseille, si vous avez des voitures thermiques, surtout, gardez-les, parce qu'en 2035, vous pourrez vous gagner beaucoup d'argent pour les vendre. Merci, Nicolas Meillan. Voilà, c'est un bon conseil donné par l'ingénieur. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Va tellement mieux depuis, et ça fait des années, c'est pas nouveau, qu'elle s'adresse à des cabinets de conseil. Eh oui. Et vous savez que ça nous coûte combien? Alors c'est intéressant, pour la première fois, un organisme officiel a pu établir le chiffrage exact des dépenses en consultant de l'État. Je parle évidemment McKinsey, Boston Consulting Group, etc., etc. Ils sont plusieurs à nous conseiller, parce que visiblement, notre administration, c'est pas ça. Parce que normalement, auditeur du Sud Radio, vous savez, normalement, nous avons une administration, je ne dirais pas pléthorique, mais des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires souvent très bons, en principe, choisis pour leurs compétences, leur expérience, etc. Alors pourquoi on a besoin de cabinet conseil? Parce que, voilà, ça ne suffit pas. Alors, de deux choses l'une, on voudrait savoir, parce que, qu'est-ce que nous avons dépensé? Un rapport rendu en janvier 2023, l'Inspection Générale des Finances, vous voyez, c'est pas un organisme privé, l'Inspection Générale des Finances, chiffre, tenez-vous bien, vous êtes assis, à 2,5 milliards d'euros les achats en prestations intellectuelles au niveau des ministères. 2,5 milliards d'euros. Et par rapport à 2015, c'est-à-dire il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans, un chiffre en hausse de combien? 329%. 329%. Vous voyez, vous vous rappelez, on avait beaucoup parlé de cela, la commission d'enquête sénatoriale, sur les dépenses exorbitantes, effectivement, sur les conseils, mais il n'y a pas eu de recensement. C'est fait, voilà. C'est-à-dire que l'État, je rappelle que nous sommes à presque 45% de dépenses publiques, l'État, ça ne marche pas. Donc, pour substituer, on amène des consultants. Voilà. Addition absolument faramineuse. Voilà. 2,5 milliards d'euros, je l'ai dit. 764 millions en 2015. Et quand notre cher ex-ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, en janvier 2022, on disait « Oh, mais c'est 140 millions d'euros. » 140 millions d'euros, mais tu parles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, franchement, il y a quelque chose, on va peut-être prendre le temps tout petit peu de parler de ça. Donc, si je comprends bien, il y a des millions de fonctionnaires, il y a une administration française qui est là pour, effectivement, faire marcher la machine de l'État, que tout soit bien huilé, encore mieux que les voitures thermiques et encore mieux que les voitures électriques, tout marche. Apparemment, non. Puisqu'on a fait appel pour la réforme des retraites, pour la gestion du Covid, de la politique du Covid, pour tout, on fait appel aujourd'hui à des cabinets conseils américains ou français ou allemands, Roland Berger et autres, et on leur dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? Mais attendez, de deux choses l'une, où les fonctionnaires que nous avons ne sont pas capables, y compris les hauts fonctionnaires, de faire ce pourquoi ils sont payés. Ça veut dire effectivement gérer tous les problèmes de la santé, de la défense, de la propagande ou de la communication en matière de guerre et de défense. Oui, et à ce moment-là, ils ne sont pas capables. On les vire.
Ah, mais non, on ne peut pas les virer. Vous savez très bien, garantie de l'emploi, on ne peut pas les virer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on amène des conseils. Voilà, on multiplie les conseils. Encore une fois, je redis cela, 2,5 milliards d'euros d'achat. Ils appellent ça prestation intellectuelle. Alors, prestation intellectuelle, j'aime bien qu'on appelle ça. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'ils ont fait appel aux Jean-Paul Sartre d'aujourd'hui, aux chercheurs, aux savants, aux... je ne veux pas citer son nom, aux Didier Raoult ou aux Perron ou autres, un principe considéré comme compétent dans leur matière. Est-ce qu'ils ont fait appel? Non, prestation intellectuelle. Ça veut dire qu'un conseiller vient, qu'il vient d'Amérique ou qu'il vient d'ailleurs. Il est payé de 2500, 3000 euros par jour quand il est en haut de l'échelle, n'est-ce pas? Et puis on y va. Et puis après tout, quoi qu'il en coûte, et après tout, c'est pas grave, c'est l'État qui paye, comme disait François Hollande. Et voilà, nous en sommes là, c'est-à-dire que des milliards sont dépensés, et encore une fois, on ne sanctionne personne. On ne licencie personne. Nous sommes évidemment dans le public. Hein. On casse les services publics d'un côté parce que effectivement les cabinets de consultants privés, ils disent attendez, votre secteur public ça va pas, allez, cassez-moi tout ça et puis remplaçons par du privé, ça va être mieux pour leur concurrence. Je veux bien. Mais au moins qu'on nous le dise. Ah non, on ne le dit pas. Voilà ce qui se passe et c'est quand même assez hallucinant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Depuis le 1er janvier, ça c'est bien, 4,4 millions de capotes distribuées. Oui, parce que c'est gratuit. Voilà, 4 fois plus qu'en 2022. Eh bien, écoutez, c'est bien. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Et avec capote, c'est plus sûr. Bon, tout ça très bien. En fait, et les jeunes avec Macron ont sorti un tweet ce 26 mars, et je ne peux résister à vous le donner. Grâce à Emmanuel Macron, le préservatif est gratuit en pharmacie pour les moins de 25 ans. Ah écoutez, voilà, c'est formidable. Voilà, Emmanuel Macron, effectivement, a rendu gratuit le préservatif. Vous voyez qu'il y a des choses de gratuites, vous dites qu'il y a des hausses, on n'en peut plus. Mais non, regardez comment on combat l'inflation. On combat l'inflation avec le préservatif gratuit. Et puis, soyons clairs, cher président, pendant que les jeunes font l'amour ou copulent, au moins ils ne manifestent pas. Donc il faut encourager effectivement l'accouplement couvert bien sûr, et comme ça peut-être pendant qu'ils seront au lit, ils ne seront plus dans les rues. On les entendra pas en train de se plaindre d'être maltraités. Et voilà comment la sagesse vient, et comme dit Emmanuel Macron, voilà comment on enfourche le tigre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non, mais non, Jacques Dutronc, vous êtes injuste, il retourne par la veste. Simplement, on change d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Par exemple, Éric Ciotti, le leader des Républicains. Vous avez vu qu'il a appelé, et d'ailleurs c'est son droit le plus strict et très légitime, à surtout ne pas voter la motion de censure. Voilà, et donc ce n'est pas passé à 9 voix. C'est bien ou c'est pas bien, chacun en jugera, mais c'est vrai à 9 voix. C'est-à-dire que si Éric Ciotti avait dit écoutez, cette notion de censure, il faut la voter, eh bien, elle aurait été votée et les suites n'auraient pas été exactement les mêmes. Alors, je rappelle simplement, archive, le 4 novembre 2021, voici ce que tweetait Éric Ciotti. Je suis le candidat de la clarté. Je suis le candidat du rejet total du macronisme. Aucune alliance et aucun marchandage n'est possible avec ce pouvoir. Je suis le seul candidat au Congrès LR à ne pas avoir voté Macron au second tour en 2017. Voilà ce qu'écrivait Éric Ciotti. Mais voilà, écoutez, il a changé d'avis, qu'est-ce que vous voulez, La réalité, c'est la réalité, le rejet total, aucun marchandage. Mais si. Et autre archive intéressante de Gérald Darmanin, un peu plus ancienne mais intéressante, Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur. C'était le 24 mars 2013, évidemment. C'était le gouvernement de François Hollande, il était dans l'opposition, Gérald Darmanin, et il a eu cette phrase magnifique: pour maîtriser
maîtriser des familles qui manifestent, les gaz lacrymogènes sont lancés. Scandaleux, avec un hashtag scandaleux. Je demande la démission du préfet de police. Voilà, c'était Gérald Darmanin. Oui, mais les gaz de 2013 ne sont pas les gaz de 2023. Vous comprenez, ça a changé, la composition a changé. Maintenant, les gaz sont plus tolérables, je pense. N'est-ce pas, Gérald Darmanin? Voilà. C'était juste pour vous dire que les archives, c'est toujours intéressant. Il faut toujours les consulter. Comme ça, on sait où est la cohérence. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale pour son livre « Gouverné par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation » édité chez Max Milo. Bonjour Lucien Cerise. Bonjour. Alors Lucien Cerise, moi j'ai lu ce livre il y a quelques années, la version, et corrigez-moi si je me trompe, la première version du livre était parue en 2010, c'est bien ça, oui. C'est-à-dire il y a 12 ans. Et ce qui est assez frappant, alors là, vient de paraître Gouverné par le chaos, nouvelle édition 2023, toujours chez Max Milo. Et effectivement, vous aviez déjà, et moi je l'ai lu bien après, je ne l'ai pas lu en 2010, je l'ai lu il y a quelques années, de 3 ans, 4 ans, et j'étais assez frappé déjà par effectivement la justesse de vos intuitions ou de vos analyses, je dirais, sur ce qui se passe, et encore plus aujourd'hui, avec ce que nous vivons depuis quelque temps, avec le narratif Covid, le narratif Ukraine. Je rappelle que vous avez écrit un livre aussi tout à fait intéressant, c'est La guerre hybride de l'OTAN, en concernant l'Ukraine, qui est un livre aussi que je recommande, qui est un livre vraiment à lire, La guerre hybride de l'OTAN-Ukraine. Et là, effectivement, Gouverné par le chaos. Et au début de l'émission, je recitais une phrase d'Emmanuel Macron. Il dit, en ce moment, il faut enfourcher le tigre. Alors, est-ce que effectivement, c'est une des stratégies du chaos? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, essayer d'expliquer. Est-ce que les pouvoirs en général, et pas seulement le nôtre, c'est une stratégie qui consiste à faire peur, à enfumer, à réduire, à quoi? De quoi s'agit-il? Alors, en fait, c'est très proche d'une méthode de management qui s'appelle la conduite du changement. Et qui consiste à faire changer un groupe, par exemple en fait une entreprise, en travaillant sur la culture d'entreprise. En fait, cette méthode de management inventée par un certain John Kotter, qui est toujours vivant, qui est enseignant à Harvard, commence par, se décompose en 8 étapes. Et la première consiste à créer un sentiment d'urgence dans le groupe visé. Conduite de changement, c'est pas une entreprise, une collectivité, et voire un État. Un État, comme un peuple, voire l'humanité tout entière. D'accord. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une conduite du changement depuis mars 2020. Qui essaye de prendre pour cible l'humanité tout entière. Et donc, c'est pour ça que le transhumanisme est étroitement articulé à l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en fait dans un processus d'ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait de fabrique du consentement au transhumanisme, qui utilise en fait comme élément déclencheur le sentiment d'urgence lié à la crise sanitaire. D'accord, ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que et qui est lié donc à la peur. Vous risquez de mourir, donc attention, il faut faire des mesures immédiates, fortes, etc. On appelle ça aussi du management par le stress, ou du chaos management en anglais. Tout ça, ça existe. Et ça date de plusieurs décennies, d'après ce que vous dites. En fait, le management a été créé par Frederick Taylor, fin 19e, début 20e siècle. Taylorisation, bien sûr. Voilà, en fait, on peut gérer un groupe humain par l'ordre ou par le désordre. C'est-à-dire en fait, l'ingénierie sociale souvent s'identifie à la méthode du pompier pyromane en quelque sorte. C'est-à-dire comment gérer par le désordre? Ça veut dire quoi? Comment ça se passe? Expliquez-nous le processus, mais concrètement. Eh bien, par exemple, en fait, si vous voulez modifier le comportement d'un groupe qui n'en a pas besoin. Ce groupe n'a pas besoin de modifier son habitus, en fait, n'a pas besoin de modifier en fait sa culture, n'a pas besoin de modifier son code comportemental. Une culture, c'est un code comportemental. Bien sûr. Mais que vous voulez le faire changer quand même. Eh bien, vous allez user de stratagèmes. Parce que si vous lui dites, écoutez, moi j'ai envie de vous transformer,
alors que finalement vous n'en avez pas besoin. Bon, tout de suite le groupe va ériger son système de défense, et vous allez en fait devoir contourner le système de défense intellectuelle, le système de défense culturel, cognitif, et vous allez devoir le pirater. Et en fait, c'est pour ça en fait qu'il y a en fait c'est dans l'introduction, la troisième édition, donc je reconstitue l'histoire du concept d'ingénierie sociale. Bon, ça commence au 19e siècle avec tout le courant utopiste qui travaillait sur la société comme sur un objet en fait, c'est-à-dire pour faire la démolition contrôlée en quelque sorte. Oui, mais pardon, juste, je vois bien, mais juste Lucien Cerise, pourquoi moi, pouvoir, je voudrais changer, puisque vous dites normalement ça va, ça marche bien pour eux. Pourquoi je voudrais changer cela? Pourquoi je voudrais changer, non pas changer de peuple, mais changer le peuple? Pour le centraliser davantage, pour centraliser son contrôle davantage. En fait, l'ingénierie sociale a beaucoup à voir avec la cybernétique, qui est en fait la théorie du contrôle des systèmes, et qui ne distingue pas les systèmes vivants et les systèmes non vivants. D'où cet effet de chosification, ce que Heidegger appelait le Gestell. Ça veut dire c'est l'homme considéré comme une machine, il faut les contrôler, les comportements, etc. Est-ce que c'est au nom du bien toujours? Je suis le camp du bien, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Eh bien, les utopistes du 19e siècle, évidemment, agissaient au nom du bien, du moins de ce qu'ils pensaient être le bien. C'est-à-dire, en fait, dans une perspective d'organisation rationnelle et scientifique de la société. Mais bon, dans certains cas, c'est pas forcément ce sera pour le bien de quelqu'un en tout cas. Oui, d'accord. Ce sera pour l'intérêt, par exemple des actionnaires. Si vous voulez, par exemple, en fait, dégager de nouvelles marges bénéficiaires. Une stratégie, ce serait de réduire les effectifs, par exemple. Voilà. Et donc, vous allez en fait fabriquer le consentement de telle ou telle entreprise à travailler plus, mais pour gagner la même chose. Et que les gens acceptent la réduction des effectifs, etc. Et pour dégager des marges qui, elles, ensuite seront données aux actionnaires. Et parfois, en fait, ça peut être aussi pour créer en fait une succursale ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça peut ces projets-là, le projet peut créer une réaction de refus. Et il faut contourner le refus, il faut voir le subvertir, c'est-à-dire en fait retourner. C'est très proche aussi de la notion de spin doctor, les spécialistes, les experts en retournement de l'opinion publique. En fait, c'est ça. Et en fait, tout ça tourne autour aussi de la notion de piratage au sens justement de l'ingénierie sociale, au sens où les pirates informatiques ont récupéré la notion, en fait, parce que ils se sont hackers, ce qu'on appelle les hackers. C'est ça, voilà. Qui en fait, parce que il y a une branche en fait du piratage informatique qui en fait qui va pirater la machine en faisant du code informatique, mais il y a aussi une branche du piratage informatique qui en fait prend pour cible l'utilisateur de la machine. Intéressant, on va en parler juste après cette petite pause. C'est passionnant, on est au cœur du réacteur, là, comme on dit. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Lucien Cerise et son livre « Gouverné par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation ». À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, et nous sommes avec Lucien Cerise pour son livre « Gouverné par le chaos », la nouvelle édition 2023 chez Max Milo. Lucien Cerise, prenons un exemple concret. Ça fait pratiquement 3 ans, jour pour jour, que le confinement avait été décrété à propos du Covid-19, de la pandémie, etc. Prenons, je ne dirais pas étape par étape, on va pas refaire toute l'histoire, mais quand même, comment ce que vous dites, ce gouvernement, ce mode de gouvernement et de gestion s'est appliqué, par exemple, pour la pandémie, pour le Covid ? Eh bien, en fait, alors j'en vois aussi sur un autre texte, en fait, la grande réinitialisation de Klaus Schwab et Thierry Malray. Le patron du forum de Davos. C'est ça, voilà. Oui. Et puis aussi, plus récemment, là, sur les fuites que les Anglais ont appelées les lockdown files, donc les dossiers du confinement. Où on voit bien qu'effectivement, Klaus Schwab dit que, en fait, finalement, il dit, en fait, littéralement, en fait, dans
son petit livre que bon, finalement, le coronavirus n'est pas très dangereux, que c'est pas grand-chose, mais que c'est une fenêtre, ça ouvre une fenêtre d'opportunité pour déployer tout un tas de mesures qui vont transformer la société dans le sens d'une informatisation croissante et d'un encadrement croissant du biologique par le numérique. En 2016, il écrivait dans la 4e révolution industrielle que justement cette 4e révolution industrielle, c'était ce moment où le biologique allait fusionner avec le numérique. D'accord. Ah oui. Donc comme une chance merveilleuse avec ce Covid, quoi. Voilà, parce que ça va accélérer le déploiement de cette infrastructure cybernétique et informatique sur toute la surface de la planète. Donc il faut un prétexte pour ça, parce que sinon, vu de l'extérieur, je veux dire, tout le monde va dire non. C'est quelque chose qui on n'a est pas envie d'être piqué, implanté, etc., etc. Voilà, donc il faut... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Je veux dire, est-ce que ça a été le management par la peur avant d'être le management par le chaos? Comment ça s'est organisé, tout cela? Il faut donc un épisode fondateur, donc il faut un traumatisme fondateur qui ensuite servira de mythe fondateur. Donc c'est la mise en scène de la pandémie meurtrière, avec des images. On se souvient de ces sketchs où on voyait des gens tomber dans la rue. C'était avant le confinement en fait. C'était en février, début mars. On voyait ça. Alors c'était censé être filmé en Chine. En fait, personne ne sait où ça a été filmé vraiment, avec des acteurs probablement. Enfin, c'est même sûr en réalité. Ou alors peut-être des gens qui tombaient vraiment dans la rue. Mais bon, en tout cas pas du coronavirus. En tout cas, aujourd'hui, il y a encore des gens qui tombent dans la rue, mais pour d'autres raisons. Vaccin ou pas. Enfin, exactement, oui. Revenons au début, oui. Et donc voilà, donc il faut effectivement traumatiser, brutaliser la sensibilité à échelle mondiale pour ensuite justifier des mesures de rétorsion, enfin des mesures de contrôle social qui en temps normal ne seraient pas acceptées. Je veux dire, moi je me suis dit, allez, on nous refait le coup de la grippe H1N1 en 2009. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Pourquoi en 2009 ça n'a pas bien marché et pourquoi ça a bien marché en 2020 justement, alors j'ai un peu cogité là-dessus. Je pense que c'est vraiment une question de storytelling. En fait, tout réside dans les éléments de langage. En fait, ce qui se passe, c'est que en 2009, le pouvoir, l'OMS, etc., on parlait de grippe H1N1. Le problème, c'est que le terme de grippe ne fait peur à personne. Parce qu'on vit avec la grippe depuis des centaines, des milliers d'années, que dis-je. Et là, ils ont bien fait attention à ne jamais parler de grippe. Et quand un médecin de plateau, disait « Oh, ce n'est qu'une grippe », tout de suite, on le reprenait. Il se faisait taper sur les doigts. Et non, c'est beaucoup plus grave que ça. Donc voilà, donc ils ont soigneusement évité de parler, d'utiliser... La grippe avait disparu. Vous vous rappelez, on n'avait plus de grippe. Tout à fait, voilà. Parce que, en fait, les statistiques de la grippe ont été versées dans les statistiques du coronavirus. Donc ça, c'est une chose. Oui, changer donc... Non, mais c'est intéressant. Par rapport à changer de terme, quoi. Changer de mot, changer de terme. La formulation et la reformulation, en fait, est essentielle en ingénierie sociale. Parce qu'en fait, ce sont essentiellement des tours de passe-passe, en fait. Je veux dire, le mentalisme, par exemple, est étudié par les services de renseignement qui en fait, s'inspirent depuis des dizaines d'années. Les Britanniques sont très forts là-dedans, mais pas que, tous les services de renseignement, de sécurité, etc. Jouent à fond sur la perception. Il y a même une expression, c'est le management de la perception. Donc dans le bouquin, là, je rapporte une citation de Laurent Soli, qui était conseiller de Sarkozy et qui disait, je sais plus, en 2007 ou quelque chose comme ça, en fait que la réalité n'a aucune importance, c'est la perception qui compte. Et donc là, en fait, on entre justement dans cet aspect absolument fascinant, c'est que la parole est créatrice. En fait, ce que vous dites, c'est nous qui les gens de pouvoir, c'est nous qui fabriquons la réalité, et c'est cette réalité qui est intéressante, pas le réel, voilà. Voilà, qui est tout à fait secondaire. Et donc, en fait, là, moi j'ai appelé ça un peu par dérision du reality building en anglais. Construction de la réalité. Voilà, du constructivisme. Et en fait, ça consiste, ça repose sur un principe très simple, qui est celui de l'hypnotiseur. L'hypnotisé prend la parole de l'hypnotiseur pour sa réalité. En fait, quand vous êtes sous hypnose, l'hypnotiseur va vous dire, vous êtes un oiseau, vous pouvez sauter par la fenêtre et voler. L'hypnotisé
va le faire, parce qu'il croit, parce que dans sa réalité, construite avec des mots, ce ne sont que des mots, il y croit. Et donc la croyance, en fait, se superpose au réel. Et la croyance, ensuite, va façonner le réel. C'est aussi le principe des prophéties autoréalisatrices, ni plus ni moins, de tous les mécanismes. En fait, ça consiste, là, au niveau, dans la phase de piratage des consciences, ça consiste à jouer avec les biais psychologiques et tous les biais cognitifs que les magiciens, que les illusionnistes connaissent parfaitement et savent exploiter à fond. Mais quand même, on a vu quand même qu'au bout d'un moment, justement, pour revenir et pour parler, pour rester en tout cas sur l'épidémie, la séquence qui dure encore de Covid-19, quand même les consciences à un moment donné se sont réveillées. Il y a eu quand même contestation. C'est-à-dire, le réel reprend ses droits, il frappe à la porte, mais quelquefois il entre. Oui, bien sûr, oui, mais en fait, ça s'est fait lentement. Quoique, il y a, par exemple, Klaus Schwab disait, on a 2 ans, en fait, pour tout faire passer. Et parce que ça fait partie des biais psychologiques à exploiter. C'est-à-dire qu'en fait, la première année, tout est nouveau. Donc tout est déstabilisant. Et puis on est sidéré. Voilà. Parce que est-ce que la peur de la mort, la peur parce on a vu toutes les images, c'est ça qui joue un rôle, c'est mettez vos masques, ne parlez à personne, éloignez-vous, etc., etc. Ça fait partie de la stratégie, quoi. Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire, sinon, en fait, comment faire accepter à quelqu'un de porter un masque quasiment, du matin au soir, dans la rue, au bureau, presque à un moment, on nous parlait même de porter le masque à la maison. Donc comment arriver en fait à ces extrémités, parce que c'est radical. C'est radical. Ouais. Et puis le confinement qui a été. Donc je reprends là parce que j'avais ouvert une parenthèse. Donc je me suis dit là en mars 2020, allez, on nous rejoue le coup de la grippe H1N1 de 2009. Et donc je me suis dit allez, ok, là ils ont décidé de serrer un peu la vis, mais j'accepte de jouer le jeu pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, moi-même en fait, mon consentement a été fabriqué pendant 2 semaines. Et je me suis dit, au bout de 2 semaines, ils vont nous laisser. Vous avez fait les gestes barrières, le gel? Non, rien du tout. Non, pas du tout. Non, je suis juste resté chez moi. D'accord. Mais je me suis dit, allez, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être. Et puis, après, ça va s'arrêter. Et puis, j'ai vu que ça durait. Et là, j'ai compris que ça y est, on était dans la grosse opération, the big one, la grosse opération psychologique qui allait, en fait, mettre en place le transhumanisme. Parce que, en fait, c'est ce que j'annonçais dès 2010, là, dans la première édition de Gouverner par le chaos. Alors, on en parle tout à fait. On va parler du transhumanisme et on va parler de ce dont vous annonciez juste après cette petite pause. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. On attend vos appels pour interpeller Lucien Sorise et son livre Gouverner par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lucien Sorise, dans votre livre Gouverner par le chaos, vous citez, d'ailleurs c'est intéressant, vous racontez le 4 novembre 2020, donc le ministre de la Santé Olivier Véran, à l'époque, répondait en commission de l'Assemblée nationale à une question du député Jean-Pierre Door sur l'intégration dans les statistiques officielles de la Covid de cas non avérés. Et Dieu sait si c'est encore d'actualité quand on demande à comparer les morts aux vaccinés. Enfin, c'est encore tabou. Alors voici ce que disait Olivier Véran. Voici ce que répondait Olivier Véran. En EHPAD, s'il y avait un cas Covid dans l'EHPAD, et donc il y avait une épidémie identifiée dans l'EHPAD, et qu'un décès était suspecté Covid, on l'identifiait et on le reconnaissait comme Covid. On ne faisait pas de test PCR post-mortem, si c'est votre question. Tout est dit. Ah oui. C'est-à-dire que... Oui, voilà, tout repose dans la formulation. Tout repose sur les éléments de langage, tout repose en fait sur le langage, sur la parole. C'est la fonction magique, la fonction créatrice de réalité de la parole. C'est-à-dire que là, on voit que un cas suspect en fait devient un cas avéré, et un cas devient une épidémie. Et donc là, en fait, Olivier Véran, alors je ne sais pas pourquoi, là, en fait, dans ce contexte-là, il a dit la vérité. En fait, il a expliqué la méthode institutionnelle de trucage des chiffres.
Voilà. D'ailleurs que les Chinois ont arrêté là en décembre de l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils sont revenus en fait à la méthode, enfin je dirais à la vérité, enfin à l'honnêteté dans les statistiques, puisqu'ils ont arrêté de comptabiliser les cas asymptomatiques comme des cas maladifs, quoi, enfin comme des cas avérés. De la même manière, bon, enfin, en fait, alors on voit effectivement que en fait en France ça a été, et Olivier Véran le révélait donc en commission à l'Assemblée nationale, donc ça a été capté en vidéo, et je donne la source en fait, le lien en fait sur le site de l'Assemblée nationale pour que les gens puissent aller vérifier. Et alors ce qui est fabuleux, c'est que en fait, quand on est conscient de ce trucage de la réalité, comme Olivier Véran l'est, puisqu'il décrit lui-même comment il truque la réalité, eh bien, comment peut-on continuer ? En fait, c'est ça qui est fabuleux. Et donc là, en fait, on a affaire à ce que George Orwell appelait la double pensée dans 1984. C'est-à-dire qu'en fait, on est conscient de ce qu'on fait, mais en même temps, on se dissocie en fait, et on devient semi-inconscient de ce que l'on fait aussi. Vous voyez, enfin, c'est des espèces de jeux de cache-cache avec soi-même. C'est une forme de dissociation schizophrénique de la personnalité. Oui. Et au fond, on dit oui, mais non, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi? On dit oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait ça, mais en fait, pour le bien de l'humanité et le bien de nous-mêmes et de notre milieu, il vaut mieux rester là-dessus, parce que ça va nous défendre. Il y a aussi ça. Juste un mot. Quand même, comment alors se battre là-dessus? L'élément critique, comment peut ressurvenir, si elle survient, si elle est là, la pensée critique, l'esprit critique? Alors, en fait, il faut être méfiant vis-à-vis de la parole. Toujours. Il faut regarder les faits bruts. Et ça, bon, c'est le principe de la science expérimentale. C'est-à-dire qu'en fait, la parole n'est pas sacrée. Ce sont les faits qui sont sacrés. C'était, je sais plus qui, au XVIIIe siècle, qui avait formulé, rassemblé ça. Les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. Voilà. Oui, il devrait l'être en tout cas, c'est clair. Et donc en fait, il faut effectivement toujours rester méfiant vis-à-vis de la parole, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne. C'est-à-dire quel que soit le locuteur, quel que soit, y compris nous-mêmes, parce que il y a effectivement des effets d'auto-hallucination ou d'auto-illusion qui sont parfois liés en fait à une forme d'ivresse du langage. C'est tous les mécanismes qu'on appelle idéologiques, où l'idée l'emporte sur le réel. Tout à fait. Alors juste Lucien Cerise, bon, au-delà, maintenant, on voit très très bien que effectivement, j'espère en tout cas que ce Covid, ou même cette espèce d'extraordinaire management par la peur du Covid, je ne sais pas s'il est derrière nous, mais enfin, il est vivement contesté, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais est-ce que l'idée, quand vous dites, en fait, quand vous parlez de Schwab et de sa grande réinitialisation, on veut arriver à quoi? Certains veulent arriver à quoi? C'est quoi ce transhumanisme auquel ils tendent, où ils aspirent? En fait, le but, c'est donc, dans un premier temps, d'encadrer totalement le biologique, et puis progressivement de le remplacer. Yuval Harari dit, nous allons créer une forme de vie non biologique. C'est déjà les théories du genre, ça. Oui, puisque bon, effectivement, ce sont des sexualités non reproductives en fait. Elles ne sont pas fertiles, donc en fait, elles ne peuvent pas être issues de la sélection naturelle. Voilà. Et en fait, c'est très exactement aussi ce que dit Yuval Harari. Nous allons dépasser la sélection naturelle. Donc c'est le vieux rêve prométhéiste ou prométhéen d'en finir avec la nature et de la remplacer par une construction entièrement culturelle de A à Z. C'est ça en fait le but. C'est ça le but. C'est ça le but. Et c'est le but pour l'humanité entière. Enfin, voilà, c'est ça. Alors moi, je m'intéresse au transhumanisme depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. En fait, ce qui m'a lancé là-dessus, c'était le roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, qui s'achevait sur justement une utopie transhumaniste qu'il a ensuite développée dans la possibilité du Nil. Puis il y avait aussi Maurice Dantec à l'époque aussi qui écrivait un petit peu sur ces sujets-là. Donc, en fait, le transhumanisme commence avec la science-fiction. Enfin, je veux dire souvent. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce qui nous met le pied à l'étrier. Et puis ensuite, bon, je m'y suis intéressé. J'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient sérieusement là-dessus. Mais je pensais que pendant un certain temps, je me suis dit bon, c'est une lubie, en fait, enfin d'informaticiens. C'est la vérité.
Voilà, oui, ce sont les informaticiens là, de la Silicon Valley qui délirent un peu, qui déjantent, etc. Bon, et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que non, c'était un projet politique très sérieux qui, en fait, avait un certain nombre de mythes fondateurs. Par exemple, Prométhée, etc. Qui pouvait devenir coercitif. Et là, on y est là. Depuis mars 2020, le transhumanisme est passé à sa phase coercitive. Vous dites que ce qui s'est passé avec le Covid et la pandémie, c'est la première tentative, en tout cas, d'aller vers le transhumanisme. C'est le portail d'entrée. Dans un transhumanisme en fait coercitif, mais qui pour l'instant, en fait, malgré tout, avance par la ruse. C'est-à-dire lutte. En fait, pour moi, c'est une des définitions d'ailleurs de l'ingénierie sociale. Enfin, il y a la définition que je donne. Je donne deux définitions. C'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Et puis, ça peut être aussi la ruse au service de l'utopie. Pour faire passer un projet utopiste, donc d'organisation scientifique de la société. On s'avance masqué, c'est le cas de le dire. Voilà, oui, c'est le cas de le dire. D'accord. Et effectivement, parce que là, en l'occurrence, c'est le plus grand génocide, je dirais, de tous les temps, qui est en cours, et qui va Pourquoi le plus grand génocide de tous les temps ? Parce que ça vise tout le vivant. C'est lourd ce que vous dites, oui. Oui, ça vise tout le vivant. C'est-à-dire que les fruits et les légumes, ils sont déjà passés avec les OGM. La technologie OGM, en fait, a déjà frappé les fruits et les légumes. Donc une minute de silence pour nos frères fruits et légumes qui ont déjà été frappés par le transhumanisme, par le translégumisme. Et vous dites que l'être humain, c'est la suite, quoi. Voilà, et puis les animaux eux-mêmes sont stérilisés, sont pucés. Tous les animaux domestiques, les chats, les chiens, sont stérilisés et pucés. Et maintenant, c'est notre tour. Voilà, nous allons être stérilisés et pucés. Belle perspective d'avenir. Et ce n'est que le début, parce qu'à la fin, de toute façon, c'est l'éradication complète du biologique. Pourquoi ? Parce que en fait, la nature, en réalité, réinjecte toujours de l'incertitude. La nature est gratuite, premièrement. La haine, c'est la haine de l'incertitude, quoi. C'est ça. Et en fait, et la haine aussi de ce qui est gratuit. La nature est gratuite et décentralisée. Le capitalisme n'aime pas ça, n'aime pas trop ça, justement, parce que c'est le capitalisme par définition, tout doit être payant. Et puis le capitalisme, contrairement en fait il n'est pas du tout libéral, il n'est pas du tout décentralisé. Le capitalisme en réalité est tout parfaitement centralisé, et c'est une quête de la centralisation et de la planification, qui en fait n'a rien à envier en fait à une économie étatiste ou planifiée ou de type socialiste. C'est pour ça qu'on s'entend très bien entre puissances de l'Est et de l'Ouest quelque part, malgré les conflits. On va en parler avec les auditeurs de Sud Radio. Je crois qu'on en a beaucoup. Beaucoup d'auditeurs nous appellent au 0826 300 300 et vous pouvez continuer, on a encore du temps pour vous recevoir. Et on accueille Sandra de Vendée. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour André, bonjour Monsieur Cerise. Écoutez, je vous entends et je vous remercie de cette émission parce que tout comme vous, Monsieur Cerise, j'ai eu cette sensation de manipulation pendant cette crise Covid qui était plutôt une crise de la manipulation de la peur, comme vous disiez, un peu sclérosant, hypnotique. Et puis moi, ma question, c'est comment on en sort. Alors André, vous avez posé la question un petit peu, mais comment on sort individuellement et collectivement de ce chaos hypnotique ? Et est-ce que la situation actuelle, quand même, de rébellion face au gouvernement, entre autres, n'est pas les prémices, oui, d'un réveil, en fait, sur cette manipulation de groupe, parce que là, c'est pareil, le système des retraites, on fait peur aux gens en leur disant qu'ils n'en auront pas, et puis ça marche pour tout. Alors, comment on en sort de cette manipulation, Lucien Cerise, si on peut en sortir, on l'espère. Oui, de toute façon, on est en train d'en sortir. Globalement, en fait, la vérité émerge de toute façon. Ça se fait pas tout seul non plus. Il y a des organisations politiques qui ont justement lancé des manifestations dès septembre ou octobre 2020. Il y en a une en particulier. Inutile de la citer, tout le monde la reconnaîtra. Non, dites. Les Patriotes. Le parti de Florian Philippot, qui a été en pointe pour justement nous permettre en fait à nous autres
covido-sceptiques de se retrouver, de nous retrouver pour en fait. Et puis il y a eu des voix scientifiques et autres qui se sont élevées aussi contre la manipulation. Tout à fait. Qui sont disqualifiés tout de suite systématiquement, malheureusement. Oui, disqualifiés, mais ils sont toujours là et plus que jamais là. Vous savez, on disqualifie à un moment donné, mais ceux qui ont vraiment la compétence et la connaissance, à moins de les tuer physiquement, ça va être difficile, quoi. Voilà. Merci Sandra. Merci beaucoup Sandra. On va se quitter quelques instants. Restez bien avec nous et on accueillera Emmanuel de Pessac. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Monsieur Cerise, je vous suis depuis longtemps, merci à toute l'équipe et à vous de l'avoir reçu. Moi en fait ce chaos permanent ça me fait penser un peu à la roue du hamster, puisqu'en fait on vous passe du climat au terrorisme, ensuite c'est le Covid, BFM vient de nous ressortir d'ailleurs des augmentations de cas, ça va être bien pour arrêter les manifs. Quand c'est pas ça c'est la guerre, quand c'est pas la guerre c'est l'inflation. Gates nous parle d'une nouvelle épidémie artificielle ou naturelle, ça fait bondir personne. Moi ça me rend dingue. Je conseille un livre que Monsieur Cerise doit connaître, c'est Neuropirate. Puisqu'il est de vous, il parle de Davos, enfin ça revient à Davos, parce que quand on entend un type comme Harari, qui est quand même le mentor, enfin non, dont Schwab est le mentor, mais c'est lui qui est le porte-parole, il parle de soumission ou d'extermination à ceux qui ne se soumettraient pas à la caste. Ouais, c'est pas mal, moi je dis ça, je finis en tôle. Enfin, je veux dire, il y a ces discours-là, on les a déjà entendus il y a quelques années, c'est pas pour dire 70. Et quand on parle des objectifs, on parle aussi des Georgia Guidestone qu'on a oublié, de 500 millions de personnes. C'est quand même répété par Gates, c'était marqué sur des pierres qui ont été détruites, mais enfin qui ont été quand même financées par on ne sait qui d'ailleurs. Voilà, donc c'est quand même, on est dans un truc de fou où personne ne réagit, aucun journaliste évidemment à Davos va les reprendre, mais même sur les autres choses, c'est complètement fou. Alors je finirai juste sur une citation, parce que je sais que ça bouscule, et c'est surtout Monsieur Cerise que j'ai envie d'entendre, pas moi. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. C'est de Montesquieu. Oui, bonne citation, effectivement. Merci à vous, Emmanuel. Alors, justement, Lucien Cerise, parlons de ça, parlons de cette espèce de parole qui jaillit, justement, de deux côtés. Vous dites, on parlait pendant la pause, on parlait de ça, on parlait des gens, parce que toute crise, et celle-là a été très révélatrice de qui est quoi, qui fait quoi, etc. Et est-ce qu'à votre avis, comment justement vous dites dans votre livre, vous finissez là-dessus, attention, la politique c'est un rapport de force, et tout est rapport de force, il faut être là. Que voulez-vous dire par rapport de force de ce point de vue-là ? C'est en fait oui, enfin c'est un rapport de force, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes toujours déjà engagés en des rapports de force. Et donc là on citait Montesquieu, justement le pouvoir, enfin pour que le pouvoir n'exerce pas son pouvoir de manière trop pesante, donc il y a la séparation des pouvoirs en fait, pour diviser le pouvoir, c'est diviser pour régner en quelque sorte. On appelle les contre-pouvoirs. Oui, les contre-pouvoirs. C'est ça. Et parce que sinon il y a une tendance spontanée du pouvoir finalement à ne jamais s'arrêter, et en fait à ne jamais. Thucydide, tout pouvoir va jusqu'au bout de lui-même. Voilà. Et donc il faut donc imposer des limites au pouvoir. Voilà, il faut imposer. Mais des limites, vous dites institutionnelles. Institutionnelle, oui. Partisane, au bon sens du terme, oui. C'est-à-dire qu'en fait, à qui obéissent les flics ? Enfin, pour aller vite. Vous voyez, non, mais je veux dire, c'est en fait, il faut être en capacité de leur donner des ordres pour ne pas subir justement leurs ordres. C'est binaire, c'est manichéen. Donc prendre le pouvoir, mais avoir des contre-pouvoirs, c'est tout le problème. Oui. Parce qu'il faut le limiter aussi. Merci beaucoup, Lucien. Emmanuel. On accueille Julien de Créteil. Bonjour, Julien. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour Julien. Je plus à tout ce qui est dit, parce qu'effectivement, ce que vous avez dit en début d'émission fait le lien avec ce livre. Vous avez des young global leaders, Macron en est un, mais pas que Macron d'ailleurs. Des cabinets de conseil dont on nous facture des montants astronomiques. Une Union européenne qui est téléguidée depuis les États-Unis, ça ne surprendra personne. Donc au final, ce ne sont plus des politiques qui dirigent, mais ce sont vraiment des managers
managers. Alors, j'ai envie de dire, peu importe qui donne les ordres, est-ce que c'est le Forum économique mondial, est-ce que ce sont les lobbies, est-ce que ce sont effectivement des gens derrière qui ont des intérêts pour faire, comme vous l'avez dit, la conduite du changement. C'est les termes qui sont, moi, c'est quand j'ai été formé en école de commerce, c'est ce qu'on nous apprenait, en ressources humaines, la conduite du changement, préparer les hommes à s'adapter. Et en fait, j'ai l'impression que ce transhumanisme dont Monsieur Cerise parle très très bien, eh bien, c'est effectivement pour nous préparer à nous adapter, à être finalement comme les Chinois, c'est-à-dire des gens qui obéissent, qui se taisent et qui ne manifestent jamais. Donc, moi, ce dont je suis inquiet, c'est qu'effectivement, et j'en terminerai là, c'est que les élections sont devenues, on le sait, une fumisterie, puisque le candidat est déjà choisi à l'avance par les Bilderberg et autres, et puis vous avez maintenant les médias, que ça a déjà toujours été le cas, mais ça se renforce, qui le choisissent en le mettant en scène énormément. Là, on a déjà des mises en scène pour Monsieur Philippe en 2027, qui nous parle de ses pertes de cheveux. Bon, vous voyez, là, je pousse le trait, mais c'est vraiment, ça dit beaucoup de choses de notre société, comme si on voulait en fait décider à la place des Français. J'ai envie de dire peu importe de qui viennent ces ordres sur ce transhumanisme et sur ce changement de société, il y a un moment donné, il faut couper la corde et choisir les bonnes personnes pour couper cette corde. Voilà. Vaste programme, comme disait un certain général. Alors, Lucien Cerise, au fond, est-ce que les... Justement, alors, ce que dit Julien, mais il n'est pas le seul, Louis, les dés sont pipés, prendre le pouvoir, d'accord, mais on a l'impression que... Comment est-ce que les jeux, à chaque fois, ne sont pas faits? On se dit, on va faire, et puis après, voilà, c'est... Comment effectivement enfoncer le clou, enfoncer effectivement la hache ou trancher le nœud gordien. C'est par rapport au transhumanisme. Oui, par rapport au transhumanisme. Oui. Par rapport au dessin des Schwab, de la grande réinitialisation, etc., puisque le dessin est là. En fait, il faut comprendre quand même une chose, c'est que bon, il y a une forme de fatalité du transhumanisme qui est liée tout simplement, par exemple, à la course aux armements. C'est-à-dire en fait qu'il y a une espèce de, enfin, c'est la théorie des jeux qui permet d'analyser ça. Nous sommes dans un environnement global concurrentiel. Donc, bon, si vous ne développez pas, si vous ne faites pas de la recherche et développement jusqu'au bout, vous serez en fait en décrochage capacitaire, c'est le terme des militaires, par rapport à vos concurrents. Et qui peuvent être effectivement une puissance géopolitique qui va vous bombarder, vous envahir, etc. Donc en fait, il y a une sorte comme ça de fuite en avant technoscientifique qui ensuite a des retombées civiles. Et en fait, bon, avant le transhumanisme, il y a le soldat augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, le transhumanisme, c'est pas... Le transhumanisme, c'est l'homme augmenté. On lui des puces, des implants, etc., des capacités. Et le soldat, oui, c'est les armes, la course aux armements, etc. Enfin. C'est-à-dire qu'en fait, l'augmentation du corps humain pour le rendre plus performant physiquement, en fait, c'est quelque chose qui germe d'abord dans l'esprit de la recherche et développement militaire. Et ensuite, ça peut se divulguer et ça peut en fait s'appliquer aux civils. Internet est venu du militaire, comme tout à fait. Et en fait, c'est en fait tout. Enfin, souvenez-vous là du film là de Kubrick là 2001, en fait, qui met en scène justement la course aux armements. En fait, c'est et qui est quelque chose en fait d'irrépressible. C'est-à-dire que dès que un homme des cavernes là découvre que il est plus fort avec un os, donc avec un outil, c'est-à-dire en fait une prothèse, une arme en fait, qu'il est plus fort avec ça qu'avec son propre poing, bon, il n'abandonnera plus jamais cette arme, et même il va essayer de la perfectionner. Et la tribu en face, qui se rend compte que finalement, elle est en décrochage capacitaire parce qu'elle est moins forte. Elle n'a pas cet os. Eh bien, elle va cogiter et pour s'adapter en fait à ce mécanisme de type théorie des jeux. Donc vous dites que ça va se passer, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en fait, on ne lutte pas contre l'OTAN, par exemple, avec des arcs et des flèches. Voilà, donc la Russie est obligée, effectivement, elle aussi, la Chine également, d'être dans cette fuite en avant, dans cette course aux armements, et de faire des recherches qui peuvent déformer la nature humaine. Oui, mais à un moment donné, sans arrêter ça, est-ce qu'il n'y a pas une puissance qui peut gagner, qui peut prendre le pouvoir, et qui se dise on ne va pas aller au bout de ce transhumanisme ?
Est-ce que c'est pas faisable? En fait, alors, après, il faudrait une sorte de conseil des sages, un moratoire, quoi, en gros, voilà. Et qui, alors, ça a été mis en scène en science-fiction, en fait, par Frank Herbert, dans Dune. Voilà. Dune, oui, absolument. C'est-à-dire qu'à un moment, l'humanité, donc il y a une grande guerre, des machines. Enfin, les machines commencent à attaquer les humains. Voilà. Donc et les humains, donc il y a des milliards de morts, parce que c'est sur plusieurs planètes, etc. Et donc les humains gagnent, et ils décident, en fait, en quelque sorte, de castrer les machines, c'est-à-dire de rendre la machine pensante, d'interdire les machines pensantes, d'interdire les intelligences artificielles. C'est ça. Donc il y a des machines dans Dune, il y a des vaisseaux spatiaux, des pistolets laser, etc. C'est vrai que souvent ils disent la réalité. Oui. Mais écoute, on peut espérer que ça se passe dans le réel. Et avant qu'il y ait des milliards de morts. Oui, avant qu'il y ait des milliards de morts, il serait pas mal. Mais c'est ça qu'il faut. Enfin, moi, j'essaie de lancer des initiatives là en ce moment, en fait, pour justement faire monter le plus haut possible l'audience, justement, d'un moratoire, en fait, sur le transhumanisme, sans tomber dans la technophilie ni dans la technophobie, parce que les technophobes, ils finissent comme une abombeur, au fond des bois, et totalement impuissants, et ensuite en tôle, pour le restant de leur vie. Eh bien, écoutez, espérons qu'on y arrivera. En tout cas, on en reparlera avec vous. Les initiatives sont toujours extrêmement importantes là-dessus. Merci. Lucien Cerise. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux. Et merci beaucoup à Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, pour son livre Gouverné par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation, édité chez Max Milo, qui paraît aujourd'hui. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.